Quelques mots. C'est fou de se dire que c'est tout ce qu'il a fallu. Juste quelques mots pour qu'une simple querelle de famille se transforme en une guerre qui allait littéralement déchirer tout un royaume. Et tout ça a commencé par un murmure mal interprété sur un lit de mort. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. C'est une tragédie qui aurait pu, et même qui aurait dû, être évitée. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Alors on va décortiquer ensemble comment une simple confusion, mais alors une toute petite erreur, a pu mettre le feu aux poudres. Comment elle a pu allumer cette étincelle qui a complètement embrasé Westeros, nous plongeant dans une danse mortelle de dragons et bien sûr de trahison. Ok, donc, avance rapide. 6 ans ont passé. Pendant ce temps, Rhaenyra et Daemon, eux, ils ont fondé leur famille tranquillement, loin de la cour et de ses complots. Mais bon, on le sait bien, la politique, ça ne s'arrête jamais. Et là, coup de théâtre. Lord Corlys, le légendaire serpent de mer, est très gravement blessé. Ça crée un énorme vide de pouvoir à la marque et ça va réveiller une vieille querelle de succession qui va refaire surface de manière plutôt violente. Cet événement, il les force à retourner à Port-Réal, un véritable nid de vipères où clairement, ils ne sont plus les bienvenus. Ils pensaient peut-être que les choses s'étaient calmées, mais ils vont très vite comprendre que... Pas du tout. Les haines n'ont fait que couver sous les cendres, prêtes à s'enflammer à la moindre occasion. Et là, voilà le point de rupture. C'est Vaemond Velaryon, le propre frère de Corlys, qui monte au créneau. Et il ne mâche pas ses mots. Il conteste ouvertement la légitimité de Lucerys. Il l'accuse, devant tout le monde, d'être un bâtard, et il revendique pour lui-même le trône de bois flotté. Il faut bien comprendre que ce n'est plus une simple question de succession. C'est une attaque frontale contre la légitimité de Rhaenyra elle-même. Pendant ce temps-là, à la cour, l'ambiance est, électrique. Le roi Viserys n'est plus que l'ombre de lui-même, complètement dans le brouillard à cause du lait de pavot, une situation bien entretenue par les Hightower évidemment. De fait, ce sont Alicent et son père Otto qui tiennent les rênes du pouvoir. Alors forcément, l'arrivée de Rhaenyra et d'Éowyn est perçue comme une menace mortelle pour leur autorité. On entre ici dans un jeu d'échecs politique absolument fascinant. D'un côté et de l'autre de l'échiquier, on a deux mères, deux reines. Toutes les deux sont prêtes à tout pour l'avenir de leurs enfants, mais elles vont utiliser des méthodes radicalement opposées. Et leurs stratégies, elles n'ont vraiment rien à voir. D'un côté, il y a Rhaenyra. Elle pense à long terme, elle tisse des alliances politiques, elle essaye de solidifier l'avenir de sa lignée. De l'autre côté, on a Alicent, qui est plus en mode gestion de crise. Elle est contrainte d'étouffer dans l'ombre les scandales de son fils pour préserver une fragile façade de respectabilité. Alors que Rhaenyra sent que le sol se dérobe sous ses pieds, elle joue sa dernière carte, son va-tout. Elle va voir son père et lui rappelle ce fameux secret qu'il lui a confié, la prophétie d'Aegon le Conquérant. Ce lourd fardeau qui est aussi la justification ultime de sa position d'héritière. C'est vraiment un appel désespéré pour essayer de réveiller le roi qui sommeille encore en lui. Et tout ça, ça nous amène au moment fatidique, l'audience officielle dans la salle du trône. C'est ici, maintenant, devant toute la cour, que le sort du royaume est sur le point de basculer. Le piège est clairement tendu. C'est Otto Hightower, l'ennemi juré de Rhaenyra, qui est assis sur le trône de fer, qui joue le rôle du juge. Pour la princesse, la situation semble non seulement désespérée, mais surtout profondément injuste. On dirait un procès truqué d'avance. Et là, l'impensable se produit. Les portes s'ouvrent et une silhouette frêle, décharnée, mais avec une détermination incroyable, entre dans la salle. C'est le roi Viserys. C'est un choc total pour toute la cour. Et pour Alicent et Otto, c'est un véritable coup de poignard. Eux, ils le croyaient définitivement hors jeu. Et ce qui suit, c'est une véritable leçon de politique. En quelques gestes, Viserys reprend le contrôle total de la situation. Il réaffirme son autorité et, geste de génie, il confie la décision à Rhaenys. Comme ça, il déjoue brillamment le plan des Hightower et en même temps, il offre à Rhaenyra l'alliance dont elle avait désespérément besoin. Un coup de maître. Mais Vaemond, lui, fou de rage, refuse de s'incliner. Il commet l'irréparable. Il insulte publiquement la princesse héritière et traite ses enfants de bâtards, devant le roi. Là, on n'est plus dans la contestation. C'est de la haute trahison, pure et simple. La réponse ne se fait pas attendre. Elle est rapide, brutale, définitive. Daemon dégaine son épée feu noir et tranche la tête de Vaemond sur place. Fin de la discussion. La dissidence est réduite au silence dans le sang. Après ce bain de sang, dans un ultime effort désespéré pour sauver sa famille, Viserys organise un grand dîner. Il s'accroche à cet espoir, tout fragile, qu'un moment de partage pourra peut-être panser des années de blessures et de haine.
Son discours, c'est celui d'un père brisé, d'un roi qui voit sa maison se déchirer. Et pendant un court instant, ça marche. On y croit. Rhaenyra et Alicent échangent des toasts qui ont l'air sincères. Une petite lueur d'espoir apparaît enfin. Mais cet espoir va être de très courte durée. Aemond, le deuxième fils d'Alicent, se lève et porte un toast empoisonné. En qualifiant ses neveux de garçons forts, la référence à leur père biologique supposé, Arwyn Fort, est à peine voilée. C'est une insulte calculée pour faire exploser cette paix si fragile. Et l'insulte fait mouche, avec une violence inouïe. Le fin vernis de civilité se brise instantanément et toutes les haines refont surface. Les jeunes princes en viennent aux mains, ce qui prouve de la manière la plus brutale que les rancœurs sont bien trop profondes pour être noyées dans le vin. Et pendant que la famille royale implose publiquement, un autre drame se joue dans l'ombre. Les murs ont des oreilles. Une servante, Talia, est en fait une espionne pour Mysaria. Le conflit n'est déjà plus une simple affaire de famille, il commence à s'étendre dans les bas-fonds du royaume. On arrive maintenant à la scène finale. En apparence, c'est la plus calme, mais en réalité, c'est la plus dévastatrice. C'est le moment où une tragique erreur d'interprétation va tout faire basculer pour de bon. Alors décomposons bien ce moment tragique. Viserys, dans son délire, pense qu'il parle à sa fille Rhaenyra. Il évoque la prophétie, ce fardeau qui justifie sa succession à elle, sauf que ce n'est pas Rhaenyra qui est à son chevet, c'est Alicent. Et quand elle entend le nom Aegon, elle ne pense pas une seconde aux conquérants, elle pense à leur fils. Pour elle, ces paroles confuses sont la dernière volonté du roi, un ordre sacré. Et voilà, c'est fait. L'irréparable est commis. Alicent quitte la chambre, désormais convaincue qu'elle n'agit pas par ambition, mais par devoir sacré envers son mari. Elle vient de trouver la justification morale qu'elle cherchait pour trahir celle qui fut son amie et pour déclencher la guerre. Mais l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire, c'est que les véritables derniers mots de Viserys n'étaient pas un ordre de guerre, c'était un murmure pour son premier et unique amour, Aemma. Alors qu'Alicent entendait un appel aux armes, le roi, lui, ne pensait qu'à la paix qu'il allait enfin retrouver. Des mots d'amour interprétés comme une déclaration de guerre. C'est sur cette note absolument tragique que tout a commencé.